Salut à tous, c'est Nabil. Je suis accompagné d'Antoine aujourd'hui. On va faire un podcast sur la préparation physique et la nutrition. On va parler des sports de combat, de la nutrition, de la préparation physique en général. Comme d'hab, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter la vidéo, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, Antoine, bienvenue. C'est la deuxième fois que tu es sur mes vidéos podcast. Donc je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Merci pour l'invitation. Alors moi, c'est Antoine Jus, aka Liftit sur Instagram. Donc je suis diététicien nutritionniste spécialisé dans les sports de combat et dans les sports en général. Et voilà. Ok. On va aborder plusieurs thèmes durant la vidéo. Donc, on va parler de l'évolution de la préparation physique et de la nutrition, des sports de combat, comme je vous l'ai dit, du dopage, des compléments alimentaires. Donc, voilà. N'hésitez pas aussi en commentaire, à la fin, quand vous aurez fini de regarder la vidéo, à me dire des thèmes qu'on peut aborder la prochaine fois que j'aurai Antoine sur les vidéos et les podcasts. Donc, n'hésitez pas, ça m'aide beaucoup pour mes prochaines vidéos. Donc, je voulais qu'on commence en fait avec l'évolution de la préparation physique, de la nutrition, dans les sports de combat et en général. Toi, comment tu as vu que la nutrition a évolué? Comment, dans les formations que tu as fait, est-ce que tu as vu vraiment une vraie évolution de la prise en charge des athlètes que tu suis? Est-ce que tu trouves que ça a bougé depuis que tu as commencé, on va dire, ce que tu fais? Moi, j'ai débuté l'activité assez récemment quand même. Le MMA, il a été légalisé en France en 2019-2020, il me semble. Ouais. J'ai eu mon diplôme en 2019, donc En même temps, quasiment. quasiment en même temps. Je suis tombé dans le MMA par pur hasard, hein. Ouais. Quelqu'un qui m'a sollicité et après bouche-oreille. Et vu que c'est assez hype en ce moment, il y a une grosse vague, forcément, c'est comme ça que je me suis fait connaître. Là, pour le moment, j'ai pas vraiment vu une évolution, mais je pense que si j'avais été dans le milieu du MMA bien avant, j'aurais vu des évolutions. Ouais. Parce que les programmations d'entraînement, les intensités d'entraînement elles sont différentes. Les règles les règles du MMA évoluent avec le temps. Ouais. Donc forcément, il y a peut-être des game plans qui changent, des timings qui vont changer. Ouais. Mais est-ce que quand je parle de l'évolution, c'est aussi est-ce que les combattants, je pense que bien évidemment la réponse est oui. Par rapport à avant, ils font beaucoup plus attention à ce qu'ils mangent, à être suivis par un nutritionniste. Je pense qu'avant, c'était, mais comme tu l'as dit, ça a été légalisé il y a peu de temps en France. Il y a encore de l'amateurisme, mais il devait y en avoir encore plus avant, non? Alors oui, maintenant, les athlètes ils sont beaucoup plus conscients d'une prise en charge diététique Ouais, de ou même de l'importance la préparation physique, hein. d'avoir une préparation physique cohérente et d'avoir une nutrition cohérente qui va Mm. avec tes objectifs, tes besoins, tes échéances, etc. Parce que moi, je le dis souvent, hein, on l'a répété maintes et maintes fois dans les vidéos qu'on a fait ensemble, la problématique encore des combattants, c'est que des fois, ils attendent d'avoir un combat, d'être en camp d'entraînement pour faire appel à un nutritionniste ou un préparateur physique. Et moi, ce que je dis, il faut être prêt toute l'année parce que tu as les short notice. Mm. Si tu continues à t'entraîner, si tu veux être performant, réduire le risque de blessure, faut pas attendre d'avoir un combat de prévu pour se dire bon, je vais faire attention à ce que je mange, je vais faire une préparation physique. En fait, si tu veux vraiment performer dans ce sport qui est encore jeune, et c'est vraiment, faut en profiter parce que dans 10-15 ans, le MMA, ça sera pas le MMA de maintenant. Il y a de la place pour performer dans le MMA. C'est pas le judo, c'est pas le foot où la concurrence, elle est tellement élevée que c'est très compliqué. J'ai eu le débat la dernière fois sur Twitter. Les gens, ils se rendent pas compte que, par exemple, être champion olympique de judo, c'est beaucoup plus dur qu'être champion à l'UFC. Parce que le niveau est beaucoup plus élevé, le nombre de pratiquants, il y en a beaucoup plus, et le sport, il est quasiment il est figé. Tu amènes pas de nouvelles techniques, il n'y a pas de nouvelles méta, entre guillemets. Le sport, c'est tu dois t'entraîner 3 fois par jour quand tu fais du judo. Le MMA, il faut beaucoup s'entraîner, je dis pas le contraire, c'est pas pour dénigrer le sport, mais il y a de la place, et je pense qu'il faut que les combattants, que ce soit, on va dire, les nouveaux combattants ou les combattants actuels qui sont fin amateurs, qui commencent en pro, il faut vraiment se professionnaliser et mettre, entre guillemets, les moyens là-dessus, quoi. Ouais, c'est un constat que j'ai eu parce que j'ai quand même accompagné pas mal d'athlètes, Ouais. dont certains athlètes du coup, qui sont déjà sur le circuit professionnel, qui ont bon nombre de combats, plus de 20 combats, et qui n'ont jamais été suivis par un ou une diététicienne nutritionniste. Et en fait, il faut reprendre les bases à zéro, casser les idées reçues. Et par contre, il y a beaucoup d'athlètes amateurs justement qui me sollicitent, qui veulent déjà se professionnaliser, être calés en fait. C'est comme je le dis, tu prends de l'avance, tu te professionnalises. Avant même d'être professionnel, faut être professionnel parce que c'est un sport de combat en plus. Le mec en face, il veut t'arracher la tête. Si tu prends à la légère
Mais comme je le dis, pour performer à haut niveau, c'est des petits pourcentages que tu vas accumuler. La nutrition, la préparation physique, la récupération, l'entraînement, les sparring partners, etc. Si tu mets tout à bout, tu essaies de bien faire les choses, ben sur le long terme, en fait, le temps que tu as gagné, il est énorme. Et surtout, que, comme je le dis, le MMA, ça évolue. Les jeunes, maintenant, comme tu l'as dit, ils prennent de l'avance. Si toi, tu te dis, oui, moi, j'ai pas besoin de ça parce que j'ai jamais fait comme ça, ben, tu vas te faire vite rattraper, quoi. Et tu sais, même aussi, c'était il y a quelques semaines, j'ai croisé un athlète à l'ES Métro qui me disait juste: ah, ça fait 2 ans que je suis abonné à ta page. Ouais. Mais t'inquiète pas, je vais te solliciter quand je passe en pro. Ouais, faut pas attendre, je trouve, c'est dommage. Ouais. On dira pas le nom, bien sûr. Mais non, mais pour rigoler, on rigole, c'est une blague entre guillemets, mais c'est l'exemple type du. Après, bien évidemment, il y a la question des moyens financiers. Il faut avoir les moyens financiers pour se payer un nutritionniste, payer un préparateur physique, ou faut trouver entre guillemets des alternatives. Mais c'est pour ça que je dis aux combattants, tu sais que tu veux faire carrière, tu sais que tu veux aller loin. Je dis pas forcément être champion de l'UFC, mais tu veux faire une bonne carrière MMA. Il faut avoir les moyens derrière de pouvoir payer ces gens-là, parce que pour avoir des compétences, faut les payer. C'est comme tout. Et c'est pour ça qu'il faut développer ses réseaux sociaux, trouver des sponsors qui peuvent t'accompagner et t'aider à payer, on va dire. Moi, je ne parle pas forcément de venir vers moi en tant que préparateur physique. Il y a des bons préparateurs physiques, il y en a beaucoup en France. Il faut juste en fait trouver la personne avec qui ça matche bien, parce que le relationnel, c'est important, et qui te correspond au niveau de ce que tu veux, des compétences, du relationnel, parce qu'il y a des gens qui aiment bien travailler de cette façon-là et d'autres de cette façon-là. Je sais que moi, personnellement, il y a des gens avec qui ça va pas matcher, et c'est normal. L'être humain, il est complexe. Tu peux pas matcher avec tout le monde, ça ne peut pas bien se passer avec tout le monde. Donc c'était pour ça que je voulais revenir là-dessus. Moi, personnellement, au niveau de la préparation physique, il y a des évolutions, mais je dis toujours, d'abord maîtrise les bases, fais les bases avant de vouloir faire des trucs ultra complexes, des entraînements très compliqués. Maîtrise les bases, développement de la force, et après, bien évidemment, de l'endurance, puissance, etc. Pas besoin de faire des méthodes très compliquées. Surtout si tu commences, tu veux déjà aller, on va dire, faire des méthodes. Je vois des gens qui font des méthodes dans leur programme d'entraînement ultra complexes. Tu commences à peindre, tu vas pas faire une peinture ultra complexe. Tu vas juste déjà comprendre à maîtriser les couleurs, etc., le contraste et tout. Tu vas pas commencer à faire des super beaux trucs ou super techniques parce que tu n'as pas le niveau, en fait. Et surtout, tu vas en fait perdre beaucoup de temps au final, quoi. Mais est-ce que du coup, tu as déjà eu des athlètes, on ne dira pas les noms non plus, hein, mais qui voulaient des mouvements très complexes, mais qui ne maîtrisent totalement pas les mouvements polyarticulaires de base, par exemple? C'est pas souvent ça, mais c'est souvent en mode, ils me disent, ouais, vas-y, mais pourquoi je fais pas ça, par exemple? Tu vois, moi j'ai souvent ce débat, mais pourquoi j'ai pas de footing ou de course dans mes comment ça s'appelle, dans mes programmations? Jamais, des fois, des protocoles avec de la course, etc. Mais je dis souvent, t'es combattant, t'es pas coureur. Tu vois, genre, c'est pas parce que tu ne vas pas faire de course que tu vas pas développer ton endurance. Et souvent, les gens, malheureusement, ils mélangent un peu tout. Ils pensent que pour développer le cardio, déjà le cardio, c'est pas forcément le bon terme, mais l'endurance plutôt, mais il faut faire de la course. Alors que pas du tout, pas forcément. Faire de la force va développer ton endurance. Faire de la force, mais je te donne un exemple. Quelqu'un qui court, s'il fait de la force, pour chaque foulée qu'il va faire, il va utiliser moins d'énergie s'il est plus fort. Donc, il va développer son endurance. Il faut que ce soit bien calibré. Je dis pas qu'un marathonien, il doit faire 3 séances de force en salle, pas du tout. Mais il faut que ce soit bien fait. Et je dis toujours qu'il faut pas mélanger. Et c'est, tu vois, je l'avais noté, c'est souvent les erreurs fréquentes que font les combattants. C'est mettre des fois trop de courses dans leur programmation. Et il y en a plein d'autres. Copier les entraînements des pros. J'avais fait une vidéo dessus avec le Shadow, avec Alter, ça avait fait polémique un peu. Mais en fait, le message de cette vidéo, c'était plus si tu fais quelque chose, il faut comprendre pourquoi tu le fais. C'est pareil, si tu t'impliques dans une diète, pourquoi tu fais ce type de diète, par exemple? Pourquoi je te donne un exemple, pourquoi tu fais une cétogène, là? Pourquoi tu fais un jeûne intermittent, etc. Pourquoi tu manges ce type d'aliment? Pourquoi à tel timing tu vas manger ce plat-là? Si la personne, elle ne comprend pas, elle va peut-être moins s'impliquer. Et qui dit moins d'implication, dit moins de résultats. Donc, moi, je trouve, tu vois, les erreurs fréquentes, pour moi, en préparation physique, c'est copier les entraînements des pros, mettre trop de circuits training, en faire trop des fois, parce qu'il veut être rassuré. Souvent, je le dis, cette phrase, le travail efface le doute. Et les combattants, ils ont besoin de faire beaucoup pour se dire, je suis rassuré, c'est bon, je me suis beaucoup entraîné, donc normalement, tout va bien se passer. Certes, il faut beaucoup s'entraîner, mais des fois, il ne faut pas trop s'entraîner, tu vois. Et toi, ce serait quoi les erreurs fréquentes en nutrition que tu aurais
On va dire dans les sports de combat et en général aussi. Bah, les erreurs en nutrition, c'est qu'on entend beaucoup avec les idées reçues. C'est par exemple, tu dois quasiment ne plus manger en calories. Ouais. Donc, ne plus manger beaucoup et ne plus beaucoup manger en volume également. Parce qu'ils pensent qu'en mangeant peu, ils vont pas perdre du poids voilà, rapidement, entre guillemets. Rapidement, mais bon. Forcément, ils seront en manque d'énergie, donc ils vont pas pouvoir performer. Et c'est le débat qu'on a à chaque fois quand tu es en camp d'entraînement. L'objectif du camp d'entraînement, c'est pas d'être. Enfin, l'objectif principal du camp d'entraînement, c'est pas d'être au poids, c'est d'être performant le jour du combat. Exactement. Être au poids, c'est, on va dire, quelque chose qui est à côté, qui est bien évidemment important, qui fait partie de la vie du combattant. Mais le camp d'entraînement, c'est fait pour vraiment arriver le jour J à son pic de performance. Et la nutrition va t'aider à ça, en fait. Va t'aider à faire des séances de qualité avec de l'intensité. Et bien évidemment, il faudra moduler pour que tu perds du poids, mais sans forcément, dès le début, réduire le volume que tu vas ingérer ou les calories, par exemple. Ouais, tout à fait. Et il y a aussi une autre erreur fréquente, c'est des gens qui copient sur les diètes déjà faites des collègues qui font la même catégorie de poids, alors que c'est pas forcément les mêmes programmations d'entraînement. Bien sûr. C'est pas les mêmes heures d'entraînement. C'est par exemple, il y a quelqu'un qui va axer plus son camp sur la lutte. Qui est plus énergivore en général, qui crée peut-être plus de traumatisme, de fatigue, donc forcément. Et qui va créer beaucoup plus de muscles aussi. Oui, c'est vrai. T'as pas la même hygiène de vie que la personne, c'est-à-dire que tu vas pas dormir à la même heure. Si la personne elle travaille ou pas, etc. Il y a plein de paramètres à prendre en compte. Et c'est vrai que ça, je te rejoins là-dessus. Personnaliser l'entraînement, c'est important si on a les moyens, bien évidemment. Et c'est surtout, en fait, faut pas copier ou se dire je vais faire la même chose parce que c'est gratuit. Vas-y, ok, tu as une diète, vas-y, je prends la même que toi parce que j'ai pas envie de payer quelqu'un ou quoi que ce soit. Moi, je le dis souvent, si tu veux performer mais que tu n'as pas envie de mettre de l'argent dans ta réussite, ben, je pense que tu t'es trompé en fait de métier ou d'objectif parce que ça va pas marcher. Si tu veux faire un peu le radin, moi par exemple, si un jour je vais apprendre, je sais pas, je te donne un exemple, à faire de la mécanique ou du piano, ben, je vais essayer de payer quelqu'un qui est bon, qui est compétent pour m'apprendre ses qualités, enfin ses compétences. Et là, c'est la même chose, je pense, là-dessus. Il faut essayer de se dire, bon, ok, j'aurai un petit peu moins d'argent, mais derrière, j'aurai ce qu'il me faut pour que je puisse performer, quoi. C'est ça. Après aussi, les gens, ils peuvent copier les diètes comme ça déjà faites, on va dire. Ça peut marcher une, deux fois, mais au bout d'un moment, ça ne marchera pas sur du long terme. Et surtout qu'on parle d'optimisation souvent dans la performance. Au lieu d'être à 100%, tu seras peut-être qu'à 70%. Tu auras réussi ton objectif parce que souvent, en fait, les combattants, ils réussissent le poids, ils pensent que la diète a été bien réalisée. Ouais, mais le jour du combat, j'étais pas dedans, j'étais fatigué au bout du deuxième round, le mec il m'a surclassé physiquement. Ils disent ouais, peut-être que j'aurais dû faire une meilleure préparation physique, mais c'était peut-être la nutrition le problème, tu vois. C'est ça la problématique, je trouve. Et même peut-être qu'eux ils vont se sentir à 100%, mais qu'en réalité ils étaient à 70%. Exactement, ouais. Parce qu'ils souvent, ils n'ont jamais été à 100% aussi. Ce que je dis souvent aussi dans l'entraînement, là, je vais un peu sur la préparation physique, c'est, on parle souvent d'entraînement polarisé. Pour faire simple, le lundi, tu vas faire un entraînement à très haute intensité. Quand je dis très haute intensité, c'est vraiment du 100%. Le mardi, tu vas faire plutôt un entraînement à basse intensité. Et on va polariser comme ça. Et l'objectif, en fait, c'est que si tu n'es jamais à 100%, tu ne le sais pas, en fait, c'est quoi ton 100%. Donc, des fois, tu as l'impression que tu es dans le dur. Mais vu que tu n'as jamais vraiment cherché les 100%, parce que tu n'es jamais, en fait, dans ces intensités-là, où tu es toujours sur de l'hybride, du 70, 80, 90, parce que tu ne sais pas te gérer, parce que tu ne sais pas faire de la basse intensité. Si tu fais jamais de la basse intensité, tu ne peux pas monter dans la haute intensité parce que ton corps, il te ne le permet pas. Parce que tu es trop fatigué pour arriver dans ces zones-là. Les gens, ils ne savent pas s'entraîner à basse intensité et ils ne savent pas souvent s'entraîner à très haute intensité. Et ça, pour moi, c'est des erreurs fréquentes et qui sont importantes dans la préparation physique. Je voulais revenir sur un truc que j'avais noté, c'est rendre autonomes les sportifs, que ce soit les combattants ou autres. On parle beaucoup de sport de combat parce qu'on est spécialisé là-dessus, mais bien évidemment, on gère d'autres disciplines comme le foot ou d'autres. Le rugby, je pense que toi aussi, tu gères d'autres disciplines. Ouais. Mais moi, souvent, j'ai un credo, c'est rendre autonomes les gens avec qui je travaille. Ça veut dire que si je les coach, il faut qu'ils comprennent, quand je les coach, ce qu'ils font. Enfin, ce qu'ils sont en train de faire, etc. De les rendre autonomes dans l'entraînement. Mais aussi, souvent, je reviens sur un truc que j'avais noté. En fait, les rendre autonomes, la problématique, c'est que l'objectif d'un sportif, souvent de haut niveau, c'est
il peut pas être autonome parce qu'en fait, lui, l'objectif, c'est de s'entraîner et d'être le meilleur. Ouais. Il peut pas être spécialiste de la nutrition, il peut pas être spécialiste de la préparation physique et spécialiste en boxe anglaise ou en MMA ou si c'est un lutteur en lutte. Parce que c'est impossible de... Moi, par exemple, je peux pas être super bon en préparation physique et super bon en nutrition. Il faut se spécialiser pour être vraiment maîtriser quelque chose. C'est impossible. Tu peux être généraliste, mais tu seras jamais très bon. Et je voulais avoir ton avis là-dessus. C'est bien de rendre autonome, mais est-ce que rendre trop autonome, c'est pas une mauvaise chose aussi pour l'athlète? Après, je pense pas forcément qu'il y ait beaucoup d'athlètes qui sont trop autonomes non plus. Ouais. Ils ont toujours quand même un peu sur le côté leur staff pour le côté rassurant. Bien sûr. Pour voir s'ils font bien les choses. Parce que quelqu'un qui est vraiment trop autonome, enfin, peut-être que la personne qui est trop autonome, elle va s'auto-dissuader ou. Ouais, je vois ce que tu veux dire. S'auto-coacher, peut-être faire des erreurs parce qu'elle n'a pas le recul. C'est ça, On en parlait hier avec Shaban, qu'on disait que même les coachs, ils ont besoin de coach parce que tu n'as pas forcément le recul. Tu vas peut-être faire des choses que tu aimes bien faire et c'est pas comme ça que tu progresses souvent. Et tu vas négocier avec toi-même aussi. Exactement. Tu vas te dire, ouais, bon, vas-y, je le fais pas, etc. Tandis que si tu as des comptes à rendre à ton coach ou ton nutritionniste, ok, est-ce que tu fais le poids là actuellement, etc. Tu vas peut-être mettre beaucoup plus d'implication dans tes entraînements et tu auras un peu cette pression derrière de pas rendre fier, mais de rendre des comptes et que la personne elle se dise ok, il a fait le taf, moi je suis tranquille quoi. Mais par exemple, moi j'y vais step by step avec les athlètes, les sportifs, même avec les patients. Hein. C'est que quelqu'un qui est vraiment dépendant du coup de nos services, on va le rendre semi-autonome. Ouais. Tu vois, semi-autonome. Et quelqu'un qui est semi-autonome, on le rend autonome. Et il y a peut-être 10% de maintenance. C'est-à-dire, il va te demander ton avis de temps en temps pour voir ce que toi t'en penses et tu peux le driver un peu, quoi. J'ai un exemple, là, je pense, par rapport à ce que tu dis. Tu vois, toi, dans tes services, tu proposes des plats préparés pour les gens, on va dire, lambda, c'est pas péjoratif, et les sportifs. Mais tu vois, ça, tu peux, on va dire, être autonome dans ta propre cuisine, savoir bien cuisiner, savoir gérer la diète. Mais peut-être que la personne n'a pas forcément le temps et l'envie de cuisiner et l'énergie aussi, parce qu'on parle des sportifs, mais quand ils rentrent de l'entraînement, ils n'ont peut-être pas forcément envie de passer peut-être 10-15 minutes à cuisiner, voire 20 minutes. Ils ont envie de se reposer, d'arriver, de manger tranquillement. Et le fait de proposer ces plats, ça rend autonome, mais aussi, parce qu'ils sont peut-être à l'aise, mais aussi tu les aides. C'est un service en plus qui leur permet de performer à plus haut niveau. Bien sûr, parce qu'ils ne réfléchissent pas à oui, je dois peser, je dois cuisiner. Exactement. Donc en fait, par exemple, cuisiner 1 heure par jour, au lieu de cuisiner 1 heure par jour, c'est 1 heure de repos en plus, donc 1 heure de récupération en plus. Et si on le calcule sur la semaine, ça fait 7 heures. Sur l'année, c'est énorme. Tu vois, c'est tout ce que tu gagnes en termes de récupération. Et c'est quand je parle d'optimisation, je parle de ça, par exemple. C'est pour ça que je trouve intéressant que j'étais sur la vidéo et le podcast, parce qu'il y a vraiment cet aspect nutrition que je veux apporter un peu sur mes vidéos qui manquent des fois et on me pose la question, tu parlais pas mal de nutrition, je sais que tu es là des fois dans le chat, mais je sais que tu es souvent occupé donc tu peux pas forcément répondre à tout le monde. Je voulais enchaîner sur un truc pour pas que ça prenne trop de temps non plus. La différence, toi par exemple, entre l'amateur et le pro. Est-ce que toi tu as une gestion différente au niveau des athlètes quand tu fais plus de l'amateur ou des pros? Je pense peut-être en fonction des budgets, en fonction du niveau aussi, peut-être de suivi. Est-ce que c'est différent ou tu n'as pas forcément de différence en termes de gestion de l'athlète, etc. Pour l'amateur et le pro, l'amateur, je le mets dans le même contexte que le pro. Comme ça, lui-même, il se professionnalise et il prend ça au sérieux, vraiment. Ouais. Je te rejoins là-dessus sur ce que tu dis. Parce que des fois, tu as des pros qui pensent comme des amateurs, en fait. Et inversement, on a des amateurs qui ont vraiment cette façon de penser comme des pros. Ils sont vraiment carrés. Nutrition, préparation physique, ils s'entraînent correctement, ils ont un planning d'entraînement respecté, ils ont une mentale, on va dire, de mec, tu te dis, ah ouais, le mec, il a vraiment envie de réussir. Et tu as des pros, des fois, parce qu'ils ont un talent aussi, parce qu'ils sont très talentueux, ils délaissent certaines choses parce qu'ils estiment qu'ils sont très forts. Et moi, j'ai des exemples. Souvent, c'est plus aussi dans le football. On a des footballeurs qui ne font pas de préparation physique parce qu'en fait, ils n'ont jamais fait ça avant. Et vu qu'ils sont déjà bons, ils disent, j'ai pas besoin de ça. Mais pour performer à haut niveau longtemps, tu es obligé en fait. Et on le voit, les plus grands athlètes, tu vois LeBron James, Cristiano Ronaldo ou même des Karim Benzema, ils réussissent à performer très longtemps, à très haut niveau. Et c'est souvent ça en fait qui pêche. On parle d'endurance de motivation.
être endurant dans l'entraînement, dans la nutrition, dans la récupération, c'est dur. Surtout quand tu as des sommes colossales et tout. Je comprends que ce soit pas facile. Mais c'est ça qui va faire que la différence entre un athlète professionnel et un athlète élite, plus, quoi. Mais par exemple, Karim Benzema, c'est un très bon exemple. Parce que justement, lui, de base, dans sa carrière, il a beaucoup été en surpoids. C'est vrai. Et quand il s'est rendu compte de l'importance de la nutrition et de la préparation physique, il s'est acharné et c'est là où justement... C'est vrai qu'il a évolué encore au fil de sa carrière. Il a évolué tard. Il a eu son ballon d'or relativement tard. Et c'est intéressant, tu vois, de se dire que il a été intelligent. Tu as beaucoup d'athlètes dans le foot aussi, ou même dans les sports aussi de combat. Mais quand ils arrivent à un certain âge, ils lâchent un peu du lest. On les voit, ils font moins attention. Physiquement, on sent que c'est pas pareil. Et lui, là, ça a été un peu l'inverse, entre guillemets. Il a eu un déclic et il s'est dit, si je veux performer, je dois m'entourer de personnes compétentes pour arriver au plus haut niveau. Donc, c'est vrai qu'il y a une différence. Des fois, moi, je n'ai pas de différence de gestion au niveau des amateurs et des pros. On va dire qu'ils sont à la même école, entre guillemets. Juste, bien évidemment, ce n'est pas les mêmes échéances, ce n'est pas le même temps de combat, les mêmes entraînements, la même importance. Par exemple, un amateur, il perd en combat, ce n'est pas très grave. Ça lui apporte de l'expérience, etc. Un pro, il perd en combat, et ça malheureusement du négatif. Exactement. Sur ta carrière. C'est un peu compliqué là-dessus, quoi. Mais bon, je voulais en parler parce que ça reste intéressant. Et je voulais rebondir aussi sur un truc. Récemment, on a eu le combat de Khamzat Chimaev. Bon, ça a beaucoup fait parler. On va pas parler du combat ou du résultat, mais il disait qu'en fait, il a eu une période de dépression, je pense, vis-à-vis de peut-être de problèmes personnels, de sa maladie qu'il a eue. Et il disait qu'en fait, maintenant, il était super bien accompagné. Il avait quelqu'un qui gérait tout ce qui était pharmacologie, donc complément alimentaire. Je pense que ça fait un moment qu'il avait un nutritionniste, mais là, il a vraiment quelqu'un de compétent dans les sports de combat, préparation physique, compétent. Il a changé tout son staff. Et je voulais revenir là-dessus. C'est quand même impressionnant qu'un mec à ce niveau-là, ça mette autant de temps pour qu'ils soient vraiment, ils se disent, j'ai besoin de gens compétents pour réussir et de spécialistes dans chaque discipline. Et c'est surtout qu'il a les moyens. Je pense que Khamzat Chimaev, il est multimillionnaire. Il a les moyens de se payer des gens compétents pour performer. Et moi, tu me diras ton avis, je trouve que ça me choque parce qu'il a l'air intelligent, qu'il ait mis autant de temps à mettre en place tout ça, quoi. Mais du coup, c'est pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, il s'est dit, je suis talentueux, mais pourquoi j'aurais besoin de faire ça? En fait, du coup, il reproduit les méthodes qu'il a réussi en fait, auparavant. Et je pense que justement, avec la dépression qu'il a eue, je pense qu'il a eu ce déclic-là, justement, de s'entourer encore mieux. Je pense aussi, il y a cette problématique, comme beaucoup de sportifs, j'en parlais tout à l'heure par rapport au foot et la préparation physique, un peu d'ego, de se dire, oui, moi je sais faire les choses, j'ai pas besoin d'une personne pour me gérer ça, ou j'ai pas besoin de ça pour réussir. Moi, je m'entraîne dur, ça suffit, tu vois. Alors que pas du tout. Comme je dis, le MMA, ça devient de plus en plus performant. C'est-à-dire que les athlètes sont de plus en plus performants. Tu peux plus te permettre, entre guillemets, de se dire, je m'entraîne et ça suffit. Non, il va falloir que tu manges bien, il va falloir que tu sois accompagné peut-être par un psychologue du sport qui t'aide sur les périodes de dépression. Il faut que tu sois bien entouré avec ton coaching staff qui soit intelligent là-dessus, qui sache aussi, par exemple, des fois, tu n'es pas compétent dans une... Je le vois souvent, moi, par exemple, je vois des coachs qui gèrent la préparation physique. Je crois que, je ne suis pas sûr, par exemple, pour le cas Khamzat, Andreas, son coach du All-Star en Suède, il gérait la préparation physique de Khamzat. Parce que j'ai vu plusieurs vidéos où c'est lui qui faisait la préparation physique de Khamzat. Moi, de ce que je voyais, je trouvais... Après, c'est difficile de juger avec juste une vidéo. Je trouvais que c'était pas cohérent et que des fois, il faisait un peu trop... Il faisait du surentraînement. Exactement. Il s'entraîne pour s'entraîner, pour se mettre dans le dur. Alors que la préparation physique, c'est fait pour développer tes qualités physiques ou à un certain moment, faire de l'affûtage, arriver le jour du combat le plus performant possible. Tu fais plus du développement quand tu es en camp d'entraînement, tu fais de l'affûtage, on appelle ça. Et moi, je ne me verrais pas, en tant que préparateur physique, me dire avec un combattant, par exemple avec Baki, viens, on va faire le développement de la boxe, ou on va faire le développement de la lutte. Même si j'ai des notions, c'est pas mon taf. Je suis pas spécialiste là-dessus. Donc, je trouve que c'est important de savoir aussi se dire, je suis pas compétent en la matière, je délègue. Tu vois, c'est comme tu vas chez le médecin généraliste, tu as un problème, je sais pas, de vue, mais il va t'amener chez un ophtalmologue. Exactement, parce que c'est sa spécialité. Mais c'est la même problématique que je trouve. Il y a trop de coachs qui veulent, entre guillemets, tout faire, contrôler trop l'athlète, parce qu'il y a aussi des raisons financières, des raisons je veux
tout contrôler parce que j'ai peur de perdre mon athlète aussi. Et ça, c'est une grosse problématique qu'il y a, je trouve, dans les sports de combat en général. C'est qu'il y a trop de coachs qui veulent, entre guillemets, tout contrôler au niveau de l'athlète. Des fois, ça marche bien, mais c'est rare en général. Ouais. Bah, en fait, quand tu vas vouloir, par exemple, faire la partie, par exemple, le head coach, il va faire le préparateur physique, il va faire le coach en boxe, il va faire le coach de lutte. Bah, on va dire peut-être qu'il va être à 80% et encore de voilà, tout, exactement. mais il va pas pouvoir être à 100% sur. Ben, c'est pas ça, c'est pas son boulot. Peut-être que le head coach il est spécialisé plus en striking. La lutte, il a sûrement des très bonnes bases, mais si tu veux performer à très haut niveau, être champion d'une grosse organisation comme le PFL, Bellator ou l'UFC, même des organisations, on va dire, je dis pas moyennes, mais KSW, Octagon, il y a quand même un très bon niveau, tu peux pas te permettre de faire ce genre de choses. Surtout si tu as les moyens d'avoir des coachs de qualité, quoi. C'est pareil pour les sparring partners, j'en parle souvent. Il faut avoir les moyens d'inviter de temps en temps des sparring partners de qualité, de les payer pour que tu puisses performer, quoi. Je voulais revenir sur un autre truc, on en parlait en introduction, tout ce qui est complément alimentaire, supplémentation, le dopage, on va parler de ça. C'est aussi ta spécialité, tout ce qui est complément alimentaire. Toi, on va dire, parce que j'ai souvent cette question, tu dois l'avoir souvent cette question. Qu'est-ce qu'il faut prendre comme complément alimentaire quand tu fais des sports à haut niveau? Qu'est-ce que tu conseilles? Tu connais on va dire ma politique vis-à-vis de ça, mais je voulais en parler parce que c'est important et je pense que les gens se posent la question. Toi, l'importance des compléments alimentaires, on va dire, ça serait quoi disons qu'il n'y a pas forcément une prise de compléments alimentaires obligatoire. Parce qu'il y en a pour des raisons éthiques ou des raisons financières, ne veulent pas forcément prendre des compléments alimentaires. Après, les compléments alimentaires, c'est plutôt utilisé dans l'optimisation de la récupération des performances sportives pour lutter contre certaines carences. Exactement. Donc, ce qu'on me pose souvent comme question, justement, quel complément alimentaire prendre, surtout dans les sports de combat? Ouais, on va dire si tu as un budget, par exemple, je pense que ça va t'aider. On va dire que tu as un budget de 100 € par mois. Ce qui est largement raisonnable. Ouais, voilà. Qu'est-ce que tu prendrais en priorité? On va dire que tu as un athlète lambda qui n'a pas, on va dire, des problèmes particuliers. Qu'est-ce que tu prendrais pour que, on va dire, mixer entre performance et santé pour l'athlète, quoi? Qu'est-ce que tu prioriserais, quoi? Si je devais retenir 2-3 compléments alimentaires et pour un budget raisonnable, ce serait la créatine. Je suis d'accord avec toi. Ça va, c'est assez raisonnable. Je pense que tu t'en sors entre 15 à 30 € par mois. Et une multivitamine, surtout si tu es sur une phase de perte de poids, forcément, pour éviter les carences. Tu vas avoir des carences. Donc, autant conserver la multivitamine. Après, une troisième, que rajouter? On va dire une troisième en fonction de la problématique que tu as. Par exemple, le problème articulaire, on ira sur du collagène éventuellement. Super, c'est intéressant. Donc, on ne dépasse pas 100 €. On ne parlera pas du champignon dont tu m'as parlé tout à l'heure. Du shilajit. On en parlera, vous inquiétez pas. Oui, il en parlera sur ses réseaux. On a trouvé peut-être une petite pépite. Antoine a trouvé une petite pépite. Donc, on va tester ça et si ça fonctionne bien, on en parlera bien évidemment. Moi, je suis globalement, franchement, d'accord avec Antoine. En général, on est souvent d'accord sur ce type de choses. On en parlait hier avec Chaban en plus. Quand même, la priorité, rappelez-vous, ça reste sommeil de qualité, nutrition de qualité et cohérence dans l'entraînement. Quand je dis cohérence dans l'entraînement, c'est s'entraîner intelligemment, pas trop, ni, entre guillemets, faire du brassage en préparation physique ou dans sa discipline, c'est-à-dire être intelligent dans l'entraînement, pas faire pour faire. Déjà, c'est la base. Quand tu as un sommeil de qualité, une nutrition de qualité, l'entraînement cohérent, là, tu peux te dire quels sont les compléments alimentaires ou la supplémentation que je peux prendre. Ça, il n'y a pas de souci, mais comme je dis, ça reste un budget. Je préfère un athlète qui paye un nutritionniste tous les mois, qui lui fait une diète carrée, que le mec qui mette 100 € par mois dans des compléments alimentaires. Ça n'a rien à voir. Franchement, la nutrition, ça, je le dis souvent, c'est même pas, il n'y a même pas de débat entre prendre des compléments alimentaires et bien manger, ça n'a pas de débat. Et quand je parle de la nutrition, je parle aussi de l'hydratation. Et souvent, c'est un peu oublié. L'hydratation, des fois, on ne se rend pas compte, mais ne pas boire assez, ça peut être un frein à la performance. Bien sûr. Et c'est vrai qu'on en parle rarement parce que ça a l'air tellement, entre guillemets, logique. Comme le sommeil. Au final, c'est logique, entre guillemets, de te dire bien non. Et pourtant, tu as des gens qui
ben, ils dorment pas si bien que ça ou pas assez, quoi. Et pareil pour l'hydratation, je trouve ça dommage, quoi. Je sais pas ce que tu en pensais, si tu voulais conclure là-dessus. Bah ouais, surtout que les athlètes, ils se disent: «Ah, mais si je bois de l'eau, je vais prendre du poids». Ouais, ça c'est fou quand même de se dire ça quand même. Ouais, bah ça, c'est beaucoup à l'ancienne, tu sais, les Ouais. boxeurs, boxe anglaise. Tu sais, ils ont regardé Rocky, ils se sont dit: «Ah non, dernier jour, on boit pas, Les fameux cuttings 2 semaines avant où les mecs s'entraînent avec des, comment ça s'appelle, des gros KW entre guillemets. Ouais. C'est même plus de l'acclimatation à la chaleur, là, c'est vraiment, en fait, ils commencent déjà à faire leur water cut. Processus de déshydratation. Ouais, 2 semaines avant de leur peser, parce que, voilà, c'est vraiment les trucs à l'ancienne qu'il faut bannir. Je le dis souvent, ça, tu veux perdre du poids, ça ne sert à rien de mettre des habits, on va dire, chauds qui vont te faire beaucoup transpirer. C'est pas, Antoine vous le dira mieux que moi, c'est pas avec ça qu'on perd du poids durablement et efficacement. Et surtout, c'est risqué, ça augmente ton risque de blessure lors d'un entraînement. Et c'est pas agréable en plus de faire des entraînements où tu transpires énormément, je parle, parce que je sais qu'il y a des gens qui transpirent beaucoup, mais c'est pas normal de s'habiller super chaudement. Je sais qu'il y a des gens, ils aiment bien transpirer, mais il y a des limites, quoi. Ouais. En fait, du point de vue détoxifiant, ça va détoxifier, parce que forcément, quand tu transpires, tu évacues des toxines. Mais là, tu surévacues des toxines quand tu en fais à haute fréquence. En fait, je le dis souvent pour la perte de poids, parce que ça, c'est une question qui revient régulièrement. Il faut être patient. Et souvent, les gens, ils oublient d'être patients. Tu as pris 10 kilos en 3-4 ans, ou en 2 ans, par exemple. N'espère pas perdre ces 10 kilos en 2 semaines ou en 2 mois. Non, il faut que ce soit un processus lent et surtout une perte de poids rapide. C'est souvent une perte de poids aussi à cause du muscle, en fait. Tu vas perdre énormément de masse musculaire et au final, tu vas peut-être perdre du poids, mais physiquement, tu vas pas être satisfait en fait de ta perte de poids. Parce que souvent, en fait, on va dire la question cachée ou la demande cachée de je veux perdre du poids ou je veux prendre du poids, c'est je veux me sentir mieux dans mon corps, être plus beau ou plus joli ou plus musclé entre guillemets, quoi. Parce que je veux prendre la masse musculaire, parce que je me sentirais mieux avec cette masse musculaire, ou je veux perdre cette masse grasse parce que je me trouve pas beau avec cette masse grasse. Donc faut être patient, quoi. Je voulais juste rebondir sur le dopage. Est-ce que toi, c'est une question qui peut. Est-ce que toi, tu as eu affaire à des athlètes dopés, par exemple? Ou est-ce que tu travailles avec des athlètes dopés? Dis pas les noms. Non, mais en fait, je pense avoir travaillé avec des athlètes dopés, mais qui m'ont jamais dit qui n'ont pas été honnêtes avec toi, en fait. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est pour ça que la prise en charge, elle était totalement faussée. Ils ne perdaient pas forcément le poids en question. Ouais, c'est important l'honnêteté dans le suivi ou le coaching par rapport à moi. Moi, je le dis souvent, hein. Si moi je suis pas honnête avec l'athlète ou la personne que je suis, ou que la personne qui, on va dire, qui a toute la prescription est pas honnête avec moi, mais tu vas pas avancer en fait. On va pas avancer ensemble. Et surtout, le jour où tu apprends que un athlète que tu as suivi a été dopé, j'ai plus envie de le suivre en fait. Parce qu'on parle là. Bah, t'es déçu quoi. Ouais, exactement, parce qu'il t'a trahi. C'est surtout, on parle de sport de combat. Le mec en face, il s'est entraîné sûrement peut-être sans dopage. Toi, tu triches déjà. Et on parle de dégâts derrière. Tu vois, il peut y avoir des dégâts cérébraux à cause du dopage. On a plein d'exemples là-dessus. Moi, j'ai pas envie, on va dire, de faire partie de ça. De faire partie on va dire, d'accompagner un athlète dopé qui va potentiellement blesser gravement un autre. On parle d'un sport où il peut y avoir des KO, il peut y avoir, c'est rare, mais des blessures très très graves, mais j'ai pas envie de faire partie de ça. Et malheureusement, dans les sports de combat, le dopage est très répandu. En MMA, il y en a beaucoup, dans les autres sports, en lutte, en grappling, il y en a énormément, même en amateur. Il faut savoir que des athlètes se dopent. Et le problème, c'est qu'en plus, ils sont mal suivis, ils ne sont pas suivis par des médecins, ils font n'importe quoi. Donc, ils abîment leur santé, et en plus de ça, ils abîment la santé potentielle de leur adversaire. Et c'est un fléau qu'il faut combattre. Et je trouve qu'en France, heureusement, on a quand même une bonne agence antidopage qui fait le travail, qui investit, qui essaie de trouver des solutions, qui fait de la prévention aussi. Et c'est important. Peut-être qu'il y aura des jeunes ou des gens qui pensent à se doper ou qui se dopent. Les gars, c'est pas de la rigolade. Et je le dis souvent, malheureusement, en fait, avec le dopage, c'est que les gens qui ont des effets secondaires ou des gros problèmes à cause du dopage, ils en parlent rarement. Parce qu'ils ont honte, souvent, d'en parler, parce que les dopés ont honte d'en parler à visage découvert. C'est pas des blagues, en fait, le dopage. C'est pas parce que vous voyez des gens dopés que c'est normal. C'est pas pour rien que c'est interdit, en fait. C'est que pour la santé, c'est très mauvais. Vous pouvez avoir des problèmes là-dessus. Je sais pas si tu voulais rebondir. Bah en plus,
as des athlètes dopés, du coup, c'est un coût. Exactement. Les produits. Et c'est très cher. Pour ceux qui savent, par exemple, l'hormone de croissance, c'est très, 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 très cher, quoi. Donc, voilà, quoi. Si vous avez les moyens de vous doper, il y a un problème et que derrière, vous faites pas le... Surtout qu'en plus, dopage ne veut pas dire victoire assurée. Parce que c'est un sport hybride, le MMA, par exemple. Ouais. C'est pas parce que tu es le plus fort ou le plus endurant que c'est toi qui vas gagner. Si le mec a un game plan, est plus intelligent et arrive à mettre en place ce game plan parce qu'il a le bagage technique, etc., mais il va te gagner, même si tu es plus fort bien sûr. que lui, etc. Parce que c'est pas un sport, entre guillemets, de force comme le powerlifting. Je dénigre pas le powerlifting, je dis pas qu'il suffit d'être fort. Bien évidemment, techniquement, il faut s'entraîner aussi. Techniquement, c'est très propre, mais ça a plus d'incidence le dopage dans le powerlifting ou dans le cyclisme, par exemple, que dans le MMA. Mais le problème du MMA, c'est que tu frappes sur ton adversaire, quoi. Ouais. Tu luttes avec ton adversaire. Tu portes atteinte à ton adversaire. Voilà, exactement. Il y a l'intégrité physique et on parle de santé, quoi. Je pense qu'on a fait le tour. Ah oui, du coup, ne vous dopez pas et prenez un bon diététicien nutritionniste. Pas forcément moi, mais... Non, mais on en rigole, mais les gens, souvent en France, j'ai l'impression, même en général, ils prennent à la légère le dopage, mais c'est pas marrant le dopage. Hein. Discuter avec des gens qui ont eu des gros problèmes avec le dopage, il y a beaucoup de morts avec le dopage, et on n'en parle pas assez parce que je sais pas, il y a un tabou là-dessus. C'est pas parce que, en plus, honnêtement, c'est cher, ça vous abîme la santé, et le problème du dopage, c'est que ça crée, c'est comme une drogue, cette accoutumance en fait, et psychologiquement, pour ceux qui savent pas, ça augmente énormément les émotions. Quand vous allez être triste, vous allez être très triste. Quand vous allez être heureux, vous allez être très content. Quand vous allez être énervé, vous allez être très énervé. Moi, j'ai vu des choses dans des salles de sport, des mecs dopés qui se balancent des haltères en phase de diète, parce qu'ils sont tellement à cran, le moindre truc qui va pas, tu vas pousser, tu vas prendre l'haltère du mec, il va péter un câble. Et c'est connu ça. Et dans les sports de combat, imaginez quelqu'un à l'entraînement, il prend des produits, et il tourne avec son partenaire d'entraînement, il lui met un coup qui lui a pas plu, mais l'autre il va réagir au quart de tour et potentiellement il peut blesser son adversaire, et tu le sauras peut-être jamais en fait que c'est à cause de ça, parce qu'il te le dira pas, parce que les gens avec le dopage ils sont très ils en parlent pas, quoi. Ils en parlent rarement. Moi j'ai eu l'exemple d'un athlète qui s'est dopé, je bosse plus avec lui, il me l'a pas dit, quoi, et je l'ai appris d'une autre personne, et ça m'a déçu de pas être honnête vis-à-vis de ça. Et comme je dis, malheureusement, ce combattant, il n'a pas performé via le dopage, quoi. Donc voilà, je voulais juste revenir sur toi, par exemple, le service que tu proposes. On parlait des repas, on parlait de la diète, mais est-ce que tu peux peut-être détailler pour ceux qui sont curieux, pour savoir toi ce que tu fais en tant que nutritionniste, tu vois? Du coup, en tant que diététicien nutritionniste, du coup, je travaille dans un cabinet, un cabinet médical avec qui est situé à Garges-les-Gonesse. Super cabinet, super maison de santé. Je suis allé voir, je me suis fait un check-up complet. Franchement, pour ceux qui sont dans le coin, n'hésitez pas à y aller, quoi. Et donc, je fais des consultations là-bas, consultations physiques. Mais pour les personnes qui ne sont pas d'Île-de-France, je fais des consultations en visio. Ça marche tout aussi bien. Tu es sur Doctolib en plus. Doctolib, ouais, c'est ça, exactement. Antoine Hou, diététicien nutritionniste sur Garges-les-Gonesse. Et du coup, je fais aussi des suivis du coup, pour les sportifs de haut niveau, des athlètes. Mais je prends tout type de population, donc de l'enfant jusqu'à la personne âgée. Et en prenant en compte tout ce qui est pathologie, parce que du coup, un diététicien, il est censé être un couteau suisse. Exactement. C'est intéressant. Et tu fais aussi les plats? Je fais aussi des plats. Je fais un service de traiteur diététique. Je pense que ça n'a jamais été vu, en tout cas en France, qu'un diététicien fasse les menus et qu'il cuisine les menus. J'ai vu la cuisine, c'est une vraie, comment dire, c'est assez, en termes d'organisation, ça demande beaucoup de boulot, mais c'est bien, je trouve que tu proposes ça, parce que, comme je dis, il y a un besoin là-dessus, que ce soit des athlètes, des sportifs, comme des gens lambda. Malheureusement, avec nos trains de vie en ce moment, on n'a pas forcément le temps de cuisiner, donc si tu veux pas te prendre la tête, et en plus moi je goûte ces plats régulièrement, franchement c'est pas parce que c'est Antoine, hein, je dis la vérité, franchement c'est vraiment au niveau de la quantité, souvent c'est ce que je reproche aux plats préparés diététiques, c'est que la quantité elle est
on va dire des repas pour les oiseaux, quoi. Moi, je le dis clairement. Même la qualité, franchement, des fois, les plats, je me dis, ah ouais, c'est choquant, quoi. C'est super bon. Tu sais, on me pose souvent la question, on me dit, t'es sûr c'est diète? Ouais. Mais Tellement c'est bon, en fait. Ouais, c'est ouais. un compliment parce que ça veut dire que les gens, ils apprécient. En plus, je crois que tu conserves les plats, c'est quoi? Tu m'as dit 7-8 jours En fait, plus? c'est des plats préparés sous atmosphère protectrice. Donc, Ok. en fait, c'est plus connu sous le nom de sous vide. Ouais. Mais sous atmosphère protectrice, c'est vraiment, du coup, en fait, tu as enlevé l'air Qu'il y a dans le plat, entre qu'il y a guillemets. dans le plat, qui allait, on va dire, faire moisir, Ouais. pas bien conserver ton plat. Et ça va injecter du gaz alimentaire. Ok. Et ensuite, ça va sceller. Ok. Donc, c'est comme quand tu vas acheter des avocats déjà mûrs dans un paquet. Ouais. Et tu vas ouvrir et ton avocat, il est parfaitement il est mûr. toujours mûr point. au point où tu l'as acheté, en fait, Exactement. le jour où tu l'as acheté. Ouais. Il est à point. Et une fois que c'est ouvert, bah, c'est là que ça va commencer à. Oui, mais c'est là que tu vas le manger. Mais c'est là que tu vas le manger, tu vois. Et donc voilà, ces plats-là, je les livre principalement en Île-de-France. Et du coup, bah, c'est en cours de projet de livrer dans toute la France et peut-être en Belgique. Ouais, c'est cool. Et on va s'agrandir. On va s'agrandir, voilà. Cool. Et tu fais aussi le cutting pour les... Je fais aussi le cutting. C'est pas une grande partie de plaisir non plus. Ouais. Mais c'est des choses que je fais. Ça, ouais. Et je fais aussi les cuttings à distance, c'est-à-dire que j'indique des protocoles à distance en surveillant. Ok. Bon, c'est cool. Bon, moi, vous me connaissez, à part pour peut-être les nouveaux qui verront la vidéo, peut-être ceux qui viennent de la part d'Antoine. Moi, je suis préparateur physique. Je fais pas que les sports de combat. Je fais aussi le foot, des sports d'endurance, rugby, etc. Donc, n'hésitez pas. Je fais du suivi à distance. Bon, moi, je vis à Dubaï actuellement. Donc, s'il y a des gens de Dubaï, pourquoi pas. Je rentre régulièrement en France, mais bon, je fais aussi du suivi à distance, programme personnalisé. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, on va conclure cette vidéo. J'espère que vous aurez kiffé, que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé, que ce soit des commentaires négatifs ou positifs. Ça fait toujours plaisir de voir vos commentaires. Voilà, partagez, likez. On fera sûrement d'autres vidéos plus tard. On vous prépare pas mal de choses avec Antoine. En tout cas, voilà. On se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Allez, ciao. Ciao.